Otep, shalom, salam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une métaphore sur la noble et puissante plume de Sonny Laboutansi ou que le coltan congolais dans les poches de Paul Kagame. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission de répondre à une exigence historique imposée par Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais à la renaissance par l'excellence, très loin de la victimisation si chère à SOS Racisme, très loin de la passivité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central, vous allez le voir, mais pour cela, je dois quand même vous introduire un frère d'armes et de pensée, l'ambassadeur du mentorat, et c'est rien de le dire, frère Hervé. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, mesdames. Très content d'être de retour sur le plateau des funérailles des tabous. J'ai manqué la saison 2, il est hors de question que je manque la 3e. Et je suis vraiment ravi d'être là parmi vous. Tu as manqué la saison, mais tu nous as surtout manqué, et c'est rien de le dire. Alors avant de vous présenter nos nobles invités, j'estime nécessaire de planter le décor. Il est interdit d'interdire. À moins de vivre sur Mars, cette phrase, elle est forcément, une fois venue, frapper vos oreilles. Il est interdit d'interdire. Cette phrase a été accouchée par mai 68. Le fameux mois mai 68 qui, en plus d'avoir secoué Saint-Germain-des-Prés, a également secoué le monde, bon, certes particulièrement le monde occidental. Mais derrière cette phrase se cache une réalité. Cette réalité traduit un basculement. On est passé d'un monde à un autre, bien avant le XXIe siècle. On est passé du monde où l'enfant était l'esclave de ses parents à un monde où l'enfant devient le roi de ses parents. On parle aujourd'hui de l'enfant roi, voire même, si on en croit certains pédopsychiatres, de l'enfant tyran. Parallèlement à cela, on apprend, on a vu, on a observé que des droits de l'enfance ont été déployés, dont l'un qui marque les esprits, d'abord acté par la Suède et aujourd'hui adopté par un certain nombre de pays, interdiction de la chicotte. La chicotte a rendu l'âme, on l'enterre. Sauf que on réalise que certains enfants se laissent aller maintenant à des dérives. La question, par conséquent, que l'on doit se poser, la chicotte, est-elle nécessaire à la bonne éducation ou alors est-elle définitivement un instrument de torture? Et pour y répondre, nous avons deux spécialistes que je vais laisser se présenter. Thérésia, bonjour, sois la bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis une Thérésia. Je vais m'exprimer ici en fait sur le sujet de la chicotte et de l'enfant, mais je suis créatrice en fait d'ateliers d'initiation au bien-être pour les enfants. Ce qui passe par exemple par l'initiation au massage et autres activités de bien-être. Donc on est surtout axé sur l'enfant. Et donc à ce titre, je pourrais toucher un mot sur quel est le rapport entre le corps, l'enfant et ce qu'on peut lui apporter. Et peut-être même plus d'un mot. Voilà, absolument. Voilà. Place à Jay, sois la bienvenue. Merci beaucoup Ludovic, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée d'être sur ce plateau. Donc je suis Jay, je suis psychopraticienne de métier et je vais essayer de vous apporter le mieux possible en fonction de mon expertise une vision peut-être psychologique de la chicotte, une vision sur les répercussions que cela peut engendrer pour les enfants, même que cela peut engendrer même pour les parents. Ce qu'il faut noter, c'est que je ne suis pas pédopsychiatre, comme tu l'as dit, et je ne suis pas non plus psychopraticienne centrée sur la parentalité, mais néanmoins, je pense qu'on peut soulever certains sujets auxquels je peux répondre. Auxquels vous pouvez répondre grâce à vos expériences et à un minimum d'expertise. Tout à fait. Alors, la chicotte... En tant qu'afro, on va le dire, hein, c'est aussi courant que l'arôme magie, que le ndolé, que le pundu. Ça fait vraiment partie de notre paysage au point qu'on en arrive à en rire. Est-ce que vous l'avez subi personnellement? Pour ma part, oui, je veux dire, ça fait partie des outils éducatifs qu'ont pu utiliser mes parents, nos parents, parce que ça fait partie de notre culture, dans le sens où on sait que l'enfant, quand ça ne va pas, on le corrige.
Donc à ce titre, non, j'y ai pas échappé. Tu en as gardé un Voilà. bon souvenir? Alors un bon souvenir, on ne peut pas garder un bon souvenir du moment où on se fait taper, mais c'est vrai qu'en grandissant, on prend du recul, mais voilà, ça ne rend pas la chose plus agréable pour autant. De mon côté, j'ai été peu chicotée. Vraiment, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où on m'a tapé. C'est sûr que les contents sur les doigts d'une main sont des choses rares qui ne laissent pas forcément des souvenirs super intéressants. Mais ce n'était pas forcément dans notre système éducatif, dans ma famille. Ma mère, en fait, avait ce pouvoir de nous parler avec le regard. Voilà, le regard, on faisait un truc, elle faisait un regard, un silence, on comprenait tout de suite, en fait. Mais je vais rebondir là-dessus, justement. Est-ce que le regard est arrivé avant ou après la chicotte? Ah non, généralement, il a toujours été là avant. C'est-à-dire que c'était... voilà, on savait, en fait, à quel moment on devait arrêter nos bêtises, en fait. On faisait un truc et puis ma mère pouvait répéter une fois, deux fois. Et puis quand on l'entend plus et qu'elle commence à nous regarder de style en fait, j'ai parlé là. C'est bon. Nous, on rentre dans le cadre. Et justement, de par ta profession et de par ton expérience, ton expertise, est-ce que tu vois justement une claire différence entre le fait justement d'appliquer la chicotte, on va appeler ça plutôt le châtiment corporel à but disciplinaire, parce que chicotte, c'est vrai que c'est le terme qu'on emploie entre nous. Mais justement, lorsque c'est appliqué, cela a-t-il plus de sens avant de devenir justement un abus corporel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vraiment amener à la blessure ou autre, lorsque c'est expliqué, lorsqu'il y a un contexte derrière. Tu viens de le dire, on savait qu'on faisait des bêtises, donc l'enfant sait. L'enfant sait qu'il transgresse des règles. Il est au courant, il sait très bien ce qu'il fait. Est-ce que justement c'est mieux vécu? Tu parlais du fait d'avoir du recul, du fait de savoir, parce que justement tu te vois en tant qu'enfant et tu sais très bien que tu te faisais frapper, chicoter, corriger, redresser, discipliner pour des raisons bien précises. Dans ton expérience, est-ce que tu vois une différence claire entre justement l'application de ces châtiments corporels lorsqu'ils sont expliqués, cadrés, contrairement à ceux qui arrivent pour rien et sans raison? Alors, il y a peut-être effectivement une différence dans le sens où forcément quand vous décidez de sanctionner votre enfant par l'usage des coups, c'est toujours mieux pour un enfant, de manière à ce qu'il puisse mieux comprendre, de le prévenir en lui disant « écoute, ça va se passer comme ça, si tu ne fais pas comme ça ou si tu n'arrêtes pas ». Cependant, ce n'est pas pour autant que dans ce système préventif, vous mettez l'enfant dans une certaine condition psychologique. C'est-à-dire que le coup reste le coup. La manière dont l'enfant va l'interpréter va dépendre en fait du cadre affectif dans lequel il est positionné. S'il sait que dans la famille dans laquelle il est, il se sent aimé, il se sent choyé, voilà, c'est un cadre affectif voilà, qui est plus ou moins stable. Le coup de la chicotte en fait ne va pas être quelque chose qu'il va retenir forcément. Il va s'en souvenir parce que ça reste un coup, ça reste quelque chose d'inhabituel. Par contre, il sait que c'est un temps et qu'après ça, il retourne dans un système affectif qui est normal. Par contre, si un enfant est placé dans un cadre familial où effectivement, de lui-même, parce qu'il faut faire la part des choses entre ce que les parents pensent donner aux enfants et ce que les enfants interprètent de leurs parents, ce n'est pas la même chose. Et si l'enfant interprète, selon lui, qu'il est dans un cadre où il ne se sent pas assez aimé, la chicotte viendra renforcer ça. Comment peut-on définir assez aimé? Je te laisse, vas-y. On aimerait également entendre, dans le prolongement de son propos, ton témoignage à ce sujet, s'il te plaît. Oui. Alors, en effet, je pense que, comme elle est en train de vouloir nous le dire, il y a un cadre dans lequel on évolue qui permet à l'enfant de prendre la chose d'une manière plus ou moins grave ou de noter que ce soit excessif ou pas. C'est-à-dire, voilà, quand on prend un coup de manière voilà, un peu brusque sans qu'on s'y attende, c'est autre chose qu'une fois qu'on a été prévenu. Donc, pour ma part, oui, je pense que le cadre familial va beaucoup jouer, va apporter. Néanmoins, le coup restera le coup à ce moment-là, qu'on se le dise quand même, parce que dans la mesure où, par exemple, là, on parle d'un enfant peut-être qui est seul, mais si ça a lieu devant un autre enfant qui est plus petit, qui lui n'aura pas forcément l'explication, va assister à une scène où on frappe voilà, son grand frère, sa grande sœur, etc. Ça restera un geste qui, à ce moment-là, voilà, va être
incompris, en tout cas pour celui-là. Et ça peut être marquant. Et en parlant de solitude, est-ce que, forte de vos expériences respectives, vous avez observé un lien entre le recours à la chicotte et la monoparentalité? Est-ce que les mères seules ont, faute d'avoir un homme qui incarne l'autorité aux yeux des enfants et notamment aux yeux des garçons, eh bien, hélas, la nécessité pour elles, à ses yeux, de recourir à la chicotte? Est-ce que vous y voyez un lien ou pas du tout? Je pourrais pas, je vais pas m'avancer sur professionnel. Enfin, de par mon expertise, je pourrais pas te donner une réponse comme ça, centrée sur la question. Par contre, ce que je peux dire d'un point de vue personnel, c'est que bon, moi j'ai grandi, ma mère était avec son mari, y a pas de souci, mais mon père était quelqu'un qui voyageait énormément. Donc, on a plus vécu entre guillemets avec notre mère qu'avec nos deux parents. Est-ce que c'est pour autant que ma mère s'est sentie plus sous pression qui a fait qu'elle a dû, à certains moments, utiliser des coups? Pour ma part, personnellement, non. Non, ok, très bien. L'urgence, hein, calmez-vous. De temps en temps, mettez-vous sur pause, prenez une gorgée d'eau, une bouchée de chips, allez savoir, pour laisser la parole à nos annonceurs. Imagine être la personne que les autres suivent, être celle ou celui que les autres écoutent. Imagine que chacune de tes apparitions, en présentiel ou en digital, sur scène ou sur les réseaux sociaux, soit une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Quel serait ton impact sur le monde? Quel type de relation développerais-tu avec tes amis, tes fans, tes followers ou même tes abonnés? Quel serait ton niveau financier? Tes résultats ne sont pas à la hauteur de ton talent? Alors, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Storytelling attractif, ou l'art d'utiliser les mécanismes d'une histoire pour faire passer des messages qui marquent les esprits. Storytelling attractif, une formation en ligne pour t'accompagner et te guider pas à pas dans la création d'un marketing qui génère des ventes, basé sur ton ou tes histoires. Alors, pour plus d'informations, appelle le 07 56 92 42 44 ou contacte-nous à l'adresse contact@philippefabignon.com. Action. Mutombo Régis Katalaï, congolais de 36 ans, fondateur du projet Business Africa qui comprend le salon Business Africa, fondateur également du média NN, plus connu sous le nom de Negro News qui existe maintenant depuis 12 ans. Aujourd'hui en France, vous n'avez pas un réseau d'entrepreneurs africains qui vous offre les opportunités que Business Africa offre, que ce soit en termes de recrutement, de découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est seulement en se rendant là où les opportunités sont que vous pourrez les saisir. Je rejoindrai un petit peu ça, parce que je pense qu'effectivement, un parent qui est seul peut se retrouver débordé à bien des égards, mais je ne pense pas que ce soit un terrain plus propice au coup qu'un foyer où voilà, ces pratiques sont quelque chose qui sont entendues entre les deux parents. Pour moi, je pense que voilà, tout dépend de la conception qu'a le parent, le rapport en fait qu'il a entre le fait de donner des châtiments corporels à but éducatif ou pas. Voilà. C'est bien justement qu'on aborde ce sujet, pas forcément de la solitude, hein, mais du fait de recourir au châtiment corporel à but disciplinaire. Oui. C'est pareil, c'est la même chose, je t'embête. C'est une belle tournure. Ouais. Ouais, mais parce que justement, il y a des scientifiques qui ont montré, de par la Suède, tu parlais de la Suède en introduction, qui a été le premier pays à interdire justement cette pratique de la fessée, d'accord ? Il faut être précis, ils ont interdit la fessée en 1979, et on a remarqué que 15 ans après, c'est-à-dire que les enfants qui étaient nés et puis qui ont grandi dans cette loi, au sein de cette loi-là, entre eux, c'est-à-dire les violences qu'il y avait entre enfants, parce que c'était l'un des sujets, c'était l'une des raisons, c'est-à-dire que le fait de taper les enfants les rend plus violents. Bon, très bien. En partant de ce postulat-là, ça a été l'une des raisons d'adoption de la loi. On s'est rendu compte 15 ans après que les violences entre enfants, donc avec des agresseurs de moins de 15 ans, avaient été multipliées par 500%.
Donc en réalité, ils se sont rendus compte que le fait de ne pas réellement pouvoir dire stop aux enfants, et en plus de cela, les violences faites aux enfants par des adultes avaient également été multipliées par plus de 200%. Donc les parents se sont retrouvés, on peut l'interpréter comme ça, les parents se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient, entre guillemets, pour eux en tout cas, déjà d'une, pas été formés pour répondre différemment que lorsqu'ils utilisaient, on va dire, des châtiments punitifs, corporels, même s'ils n'étaient pas forcément très violents, mais au moins ça donnait une instruction par le corps à l'enfant qu'il fallait s'arrêter. Malheureusement, ils étaient poussés à des derniers retranchements, et cela a fait en sorte que les enfants, entre eux, étaient encore plus violents, redoublaient de violence, parce que là aussi, pareil, il y a des études qui ont montré que les enfants les plus violents sont à 2-3 ans, et je pense qu'on le voit, ils tapent, pour ceux qui ont des enfants ici entre nous, et même vous qui nous regardez, entre 2, 3, 4 ans, si on ne leur dit pas clairement d'arrêter de taper, de mordre, ou ce genre de choses-là, ça peut déborder très très vite. Et malheureusement, ça a été le cas en Suède. Les chiffres ont été clairs. Hein. C'est un article qui est paru en 2001, et ça a fait grand bruit. Donc, au vu de tout cela, évidemment, la Suède est un pays qui, de base, est considéré comme pacifique, on va dire, et avec une population qui est, par exemple, 7 fois moins que celle du Royaume-Uni. D'accord ? Il y a vraiment très peu d'habitants. Cela dit, est-ce qu'au vu de cela, on peut considérer que c'est un système qui peut s'appliquer partout ? C'est-à-dire que interdire la fessée, oui, dans un pays comme la Suède qui peut absorber ce type de mesures, mais dans un pays comme les Royaumes-Unis ou la France, où il y a plus de monde, et on sait que plus il y a de monde, plus il y a de risques justement de conflits. Et lorsqu'on voit justement que l'État, on en a parlé beaucoup pendant les Gilets jaunes, etc., eux ne se privent pas, d'accord, d'appliquer la chicotte sur des adultes cette fois, d'accord, lorsqu'on parle de manifestations et autres. Clairement, on a des cas, que ce soit ici ou la Nouvelle-Zélande, peut-être que j'y reviendrai plus tard, où l'abolition de la fessée, ou l'abolition tout simplement du châtiment corporel a été au détriment, en tout cas les chiffres le montrent, après ensuite dans les familles même, je reviendrai peut-être dessus plus tard, c'est peut-être encore différent. Est-ce que vous pensez que c'est un système qui peut être appliqué partout, lorsqu'on sait par exemple qu'en Afrique, absolument aucun pays ne s'est avancé à adopter ce genre de loi ? Alors, pour répondre d'une manière, alors on ne va pas dire comme ça si le cas de la Suède est à reproduire ou pas, mais moi, ça me permet de mettre un point, en tout cas en évidence, qui est certain, c'est que en effet, on abolit les châtiments corporels, donc la fessée, ce qui est bien, et c'est pour ça que ça va être important de le souligner et de dire que qu'est-ce qu'on propose aux parents, parce qu'en fait, il faut pouvoir proposer aux parents en fait autre chose, parce qu'on arrête ce châtiment-là, mais comment du coup on rentre en communication avec son enfant afin de l'aider, de continuer à l'éduquer. Et donc, pour ça, je pense que c'est en ça qu'il y a des professionnels de la psychologie qui peuvent, dont le travail devrait être encore beaucoup plus mis en avant pour cet accompagnement-là, que ce soit de façon massive aussi, pour vraiment aider les parents et les enfants parce qu'effectivement, nous sommes des êtres... l'être humain est animal, et donc il a besoin l'éduquer autant que le dresser. Il faut en fait, en tout cas, il faut surtout l'éduquer, et il faut avoir les outils, il faut avoir les bons outils et être accompagné. Donc je pense que ce qu'il va falloir effectivement ce qui va être mis en avant là sur les chiffres que vous énoncez, c'est de se dire comment on fait, quelle est la solution. Et je pense qu'effectivement, il faut aider les parents et aider les enfants, parce qu'un état de violence vient surtout exprimer quelque chose qui se passe à l'intérieur et souvent dans les maisons, et ça exprime quelque chose qu'il faut pacifier. Justement, donc, avant de venir aux solutions, pardon, c'est tellement intéressant, avant de venir aux solutions, c'est ce qui va clôturer, à moins que tu veuilles rajouter un élément. Non, dessus. je la suis, hein. C'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'elle dit, qu'il faudrait effectivement, si on enlève quelque chose à une population, il faut lui donner quelque chose. Une alternative. Alors, par contre, ce que je veux juste rajouter sur ce point-là, c'est qu'on n'adopte pas une alternative commune à tous.
Très bien. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Gardons-le dans un coin de notre tête. J'aimerais qu'on s'attarde une seconde sur les conséquences que vous avez pu observer sur l'enfant du fait de recevoir de la violence. Est-ce que... Enfin, quelle est votre expérience à ce niveau? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Ne recevant pas d'enfants, ou plutôt recevant les enfants d'hier, aujourd'hui devenu adulte, Voilà. moi, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est que effectivement, il y a l'un et puis il y a l'autre. Il y a en fait cette personne qui effectivement utilise en fait la violence comme moyen de communication, du fait que de par son enfance en fait, elle a vécu dans ce climat violent, et que ce soit en fait la violence directe ou que ce soit de la violence indirecte. C'est quelque chose qui est du coup rentré dans son système éducatif, dans son système de vie, qui s'est imprégné dans son psychisme, et du coup qui forcément devient en fait un système de communication, un système de pratique dans sa vie de tous les jours. A contrario, vous avez aussi ceux qui sont devenus extrêmement craintifs à toute chose. Ceux qui, face à la violence en fait, de leurs parents, que j'appelle violence directe, c'est-à-dire les coups, les coups donnés par les parents sur les enfants, ou que ce soit la violence vue, observée, sans pour autant être témoin, non, sans pour autant être victime, et en étant simplement témoin de la scène, a effectivement eu une incidence en fait sur du coup le système éducatif, sur le psychisme de la personne, où du coup la personne est devenue très craintive, elle a peur de s'exprimer, peur de s'engager dans les choses, elle se dit que si elle fait ça, c'est forcément peut-être ce qui va se passer, elle peut peut-être se recevoir les mêmes coups qu'elle a pu percevoir dans son enfance, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de... Donc il y a les deux extrêmes. Il y a deux extrêmes. Il y a vraiment deux extrêmes. C'est-à-dire l'extrême violence et l'extrême lâcheté. Exactement. Ok. Est-ce que tu as observé la même chose? Alors, étant donné, là, je vais parler du coup du rapport du parent avec son enfant autour des ateliers, par exemple, de massage. C'est que effectivement, on va avoir un parent qui cherche à rentrer en communication avec son enfant et qui peut-être rencontre des difficultés, et donc cherche une façon peut-être de trouver par quel moyen. Et on a un enfant qui veut exprimer quelque chose, et donc qui aussi l'exprime par son corps en fait, et qui va comme ça être très expressif en étant agité. Alors quand il y a aussi une question de tranche d'âge, parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand ils sont petits, c'est un âge où on est encore un petit peu dans l'état entre guillemets un peu animal, un peu sauvage, où ça crie, ça mord, ça griffe. Et là, il faut vraiment essayer de canaliser l'enfant en lui. On va devoir lui redire souvent non, on ne mord pas, non, on ne griffe pas, on ne pince pas, etc. Ou effectivement, on va avoir un enfant qui a peur de s'exprimer au moindre coup, effectivement aussi, a du mal à sortir de lui-même, parce qu'il y a cette peur de la main qui risque de partir. Donc, on rentre effectivement dans un schéma où on a à la fois effectivement les enfants qui vont s'exprimer excessivement, et là on trouvera qu'il y a eu effectivement une question posée, ou alors ceux qui se retranchent, et là aussi on a une question. Et là, on va arriver aux solutions, mais effectivement, là, le parent... L'urgence, calmez-vous. De temps en temps, mettez-vous sur pause, prenez une gorgée d'eau, une bouchée de chips, allez savoir, pour laisser la parole à nos annonceurs. Appel sur appel. Pression sur pression. Édition spéciale consacrée à ces fusillades. Mes chers compatriotes, 129 morts et 352 blessés. Je veux les autorisations. J'appelle Nicolas. Tu les as eu, les autorisations qu'ils ont demandé Comment ça se fait que ça sorte? Le dimanche, cette chaîne qui passe aux 13h, puis qui passe le soir, et l'autre chaîne qui passe pareil, les images de mon client le soir, toujours en faisant fi des demandes et des contrôles.
Ça sort, je reçois un coup de fil, premier coup de fil. Le chef des pompiers qui m'appelle et qui me dit là, Philippe, t'as merdé. Derrière les guerres de gangs, les risques du ghetto, derrière cette hyper-impulsivité que l'on voit se déverser, en particulier dans les ghettos en France ou aux États-Unis, est-ce que pour vous, l'une des principales raisons, au-delà de la monoparentalité, ne serait pas précisément cette violence domestique? Je dirais que ce sera un raccourci. Ce sera un raccourci de faire tout de suite le parallèle comme ça, en disant la chicotte, la guerre dans les ghettos. Non, je pense qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Et là, on va peut-être pas tous les évoquer aujourd'hui, mais on a effectivement déjà quelque chose de cette violence intrinsèque qu'on sait qu'on peut donner des coups, qu'on a le droit de donner des coups, et ça fait partie de nous. Alors là, je vais dire, c'est pas propre à notre communauté, parce que ça existe partout. On n'a pas le monopole, on n'a aucune gloire à tirer particulièrement de ça. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on nourrit la violence dès l'enfance, eh bien, on s'en étonne pas. Alors vos chiffres peut-être viendront nous faire mentir en disant ils étaient tout pacifiques et en fin de compte ils sont devenus tous très violents. Mais s'il n'y a pas d'alternative, en tout cas ce qui est certain, c'est que cultiver la violence comme ça de manière génétique, et ça ne peut pas en faire des personnes pacifiques plus tard. D'accord. En réalité, c'est intéressant qu'elle parle de culture de la violence, parce qu'on sait qu'on a des... je sais par exemple, si je prends mon cas personnel, dans mon village maternel à l'est du Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui se fait au niveau des rites initiatiques masculins. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que voilà, donc les plus anciens extirpent les plus jeunes, donc les jeunes adolescents, qui sont sur le point de devenir hommes, mais bon, cela encore, c'est relatif, parce qu'on parle de 13, 14, 15 ans. Ils les amènent dans la forêt, une excision est opérée, là-bas. D'accord. Ils doivent cicatriser. Et la raison pour laquelle ils sont extirpés du village, c'est pour les sortir du cocon de la mère. Donc c'est une violence qui, on le sait, peut apporter du dégoût aux femmes, qui peut être très très compliquée à vivre pour une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois, mais qui est nécessaire. Car elle, ensuite, est fière d'accueillir son fils en tant qu'homme, entre guillemets. Donc, ça, ce sont des choses qui se passent, et j'ai même envie de dire, à travers l'Afrique, parce que ce sont des choses que j'ai également entendues au Congo, des choses que j'ai également entendues en Afrique de l'Ouest. Donc, en réalité, on parle d'une violence qui, encore une fois, lorsqu'elle est expliquée, lorsqu'elle est contextualisée, parce que tout ça est expliqué au jeune homme qui va subir cette violence, parce que ça reste de la violence. Il y a des peuples au Brésil qui doivent mettre la main dans un gant empli de fourmis noires qui les piquent. Ils sortent la main, enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Donc il y a une violence dans les rites initiatiques masculins, raison pour lesquelles la majorité, en tout cas, sont souvent les garçons qui subissent le plus de châtiments corporels, justement par rapport au fait que voilà, ils sont parfois plus brutaux, ils ont plus d'énergie, plus de testostérone, etc. Ça court partout, etc. Donc pour les canaliser, voilà, entre autres. On va en faire des hommes. Par exemple. Oui, ça c'est encore effectivement quelque chose qui se... C'est ça, mais la chose c'est que... C'est intéressant parce qu'elle ouvre là comme sujet, c'est-à-dire en somme, oui. Sans vouloir vous interrompre, oui. En somme... Est-ce que c'est la violence on devient un homme quand on est... Non, justement, est-ce que justement le culte... pas obsession, mais cette volonté de faire d'un garçon un homme avec une certaine vision de l'homme, donc viril, ne serait pas aussi l'un des moteurs ou d'une justification de cette chicotte perçue comme vertueuse? En réalité, moi, ce que je dirais par rapport à l'initiation, c'est que, encore une fois, c'est expliqué. Ce n'est pas juste de la violence gratuite, ça ne l'est jamais. Il y a un contexte, il y a une explication, il y a une raison. Et tout cela est expliqué aux jeunes hommes, et ils le comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils voient leurs pères faire, leurs oncles faire, et leurs mentors être des hommes au quotidien. Ce ne sont pas, on va dire, prédominamment des hommes violents. On sait que la violence conjugale, c'est encore un autre domaine. Mais même d'ailleurs, la majorité des hommes, on va dire, dans un village, dans une ville, etc., ne sont pas tous en prison pour violence. Donc on peut très bien dire que les hommes violents sont une minorité, puisqu'ils sont une minorité à transgresser la loi du fait de leur violence. Donc cette violence-là est cadrée,
elle est marginale, puisqu'elle existe uniquement dans le cadre d'un rite. Et aussi, elle permet aux jeunes hommes, justement, de canaliser cette énergie qu'ils ont en eux, et qu'ils n'arrivent pas parfois, justement, à canaliser lorsqu'on ne leur a pas appris. C'est comme un club de boxe, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que... Comme l'armée. Voilà, plus tard, on peut comprendre pourquoi est-ce que, justement, les hommes sont fascinés devant un combat de MMA ou un combat de boxe, parce que, justement, ils voient cette énergie-là être déployée et canalisée, plutôt que dispersée un peu partout, sans but précis. Donc, en allant là-dessus, maintenant, on voit justement que la réponse qu'a apporté l'État, et que ce soit en Suède ou maintenant en France, sachant qu'en 2019, la fessée a été constituée comme interdite, alors que 70% des Français, quelques années plus tôt, je pense que si je ne dis pas de bêtises, en 2014, 70% des Français étaient contre, mais c'était une injonction européenne, donc il fallait absolument le faire passer. Nous voici maintenant en 2019 avec la fessée interdite, et en réponse à cela, un numéro que les enfants peuvent appeler si jamais. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de jauge. Est-ce que réellement il y a eu violence? Non, mais le numéro a été appelé. Donc on remarque par exemple, encore une fois je vais sortir des chiffres, je suis désolé, mais c'est intéressant. Qu'en Suède, après justement les 15 ans dont j'ai parlé, c'est-à-dire 15 ans après l'interdiction de la fessée, sur les chiffres de 1981, 22 000 enfants ont été retirés des foyers suédois. 22 000. Alors qu'en Allemagne, il en avait 2 000 et autres. Ce que je veux dire, c'est pour comme ça. une sorte de fléau, quoi. Exactement. Et si, parce que le temps, et là c'est du sujet tellement riche qu'on pourra en parler des heures, si on rentrait là dans les alternatives, on parlait à la chicotte perçue comme vertueuse, est-ce que vous en avez perçu, est-ce que vous en utilisez, est-ce que vous en suggérez? Moi, comme je te l'ai dit, moi, je ne suis pas axée parentalité. Et forcément, en recevant dans mes consultations que des enfants d'hier, je pourrais, en fait, de ce que je pourrais dire dans sa globalité, c'est qu'effectivement, je pense que le système éducatif devrait être, comment est-ce que je pourrais dire ça? On devrait tous, en fait, adapter un système éducatif qui est propre à soi. Il n'y a pas de système par défaut, ce que je disais tout à l'heure. C'est compliqué, hein, à la carte, individuellement, on fait comment? Non, propre à sa famille. La même famille, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? D'adapter à chaque famille. C'est-à-dire, t'es un homme politique, tu donnes une direction. Tu ne vas pas dire alors telle famille, telle famille, telle famille, telle famille. Malheureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles la direction a été le numéro appelé. Tu vois, oui, c'est pour ça que je demande peut-être que vous avez quelles sont les autres pistes alternatives. Moi, je dirais justement pour aller... pour suppléer à Jay là-dessus, je dirais qu'il faut, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut proposer des solutions alternatives et elles existent, c'est-à-dire l'accompagnement. Il faut accompagner parce qu'en traitant les maladies des enfants d'hier, eh bien, on se rend compte qu'on a beaucoup de traumas et la chicotte peut en faire partie. Et je pense que, en tout cas, le rapport violent avec son parent est quelque chose qui fait souffrir beaucoup d'adultes aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en compte et pas simplement, voilà, comme ça, avec le coup près de l'injonction de plus de fessée, mais surtout la fessée. À quoi elle répondait et aujourd'hui comment on va voilà c'est-à-dire qu'il faut lui trouver de quoi suppléer cette fessée parce qu'il faut accompagner les adultes, il faut accompagner les enfants et donc notamment moi ça me permet de rebondir là-dessus en disant que voilà je propose en tout cas cette alternative là de retour au lien entre le parent et l'enfant par les ateliers d'initiation au bien-être qui font du bien aussi bien à l'enfant qu'aux parents et donc vraiment retrouver et réconcilier la parentalité dans notre communauté particulièrement aussi et pas que, mais vraiment entre le parent et l'enfant, on doit comme ça trouver des manières de rentrer en communication avec son enfant. Alors justement, je rebondis là-dessus. En parlant de communication, est-ce que l'une des solutions majeures ne consisterait pas à ne plus voir l'enfant comme un enfant, mais davantage à le voir comme un petit adulte. En le voyant comme un petit adulte, on considère qu'il est un être de raison. Dès lors qu'il est en âge de parler et de comprendre, qu'on s'entende bien, qu'il est un être de raison, et à ce titre, que le dialogue
l'explication permet, sauf cas marginaux, mais permet à l'enfant de comprendre pourquoi on lui a interdit quelque chose. J'ai dit ça pourquoi? Parce que j'ai eu à échanger à multiples reprises avec des mères ou des pères et qui, comme ça, sous la pression sociale, ils n'ont plus trop le temps de discuter, ils ont coutume de dire à leurs enfants « c'est comme ça ». Ah, ben, c'est comme ça. L'enfant étant un robinet Absolument. du pourquoi. Eh bien, les parents, à un moment donné, c'est comme ça, c'est tout. Là où le bas blesse, c'est que l'enfant, il raisonne. C'est-à-dire qu'au-dessus de nous, il y a la vérité rationnelle. Ça, c'est un pouvoir. À partir du moment où l'enfant comprend les tenants et les aboutissants d'une interdiction, il y a de grandes chances, alors ce n'est pas une science exacte, hein, ce n'est pas des mathématiques, c'est pas une équation, mais il y a de grandes chances qu'il ne se risque pas ou qu'il n'essaye pas d'enfreindre la règle. Et surtout si on ajoute à la règle ce qu'il en coûte. C'est-à-dire que tu voulais expliquer pourquoi il ne doit pas faire ceci, pourquoi il doit faire cela, en précisant, et si toutefois ça lui prenait de faire ceci ou faire cela, à ce moment-là, il y aura telle ou telle conséquence. C'est-à-dire qu'en gros, on responsabilise. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, on est adulte à 13 ans, à 12 ans, à 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'enfant s'égarer dans l'adolescence. Et le côté libertaire, il est interdit d'interdire. Non. Dès 10 ans, on dit, OK, tu es déjà, même 7 ans, on parle de l'âge de raison, on dit, OK, tu es déjà un petit adulte, je te considère comme tel, donc dorénavant, je te parle comme un adulte. Après, la condition, c'est avoir l'énergie de communiquer, de parler. Voilà, et avoir les mots pour. C'est ce qui, voilà, c'est-à-dire que... Et beaucoup de parents n'ont pas les mots pour communiquer, que ce soit sur le point affectif et sur le plan rationnel, n'en parlons même pas. Est-ce que ça, vous l'avez pu le constater? Cette difficulté, ne serait-ce qu'à l'égard des parents, à communiquer avec aisance, et donc on imagine... C'est un axe central, je dirais. Hein. C'est un axe central et malheureusement, en fait, c'est de là que tout part. C'est-à-dire qu'on va commencer par nous, dès aujourd'hui, sur cette génération, commencer à le dire et à le mettre comme un point central. La communication, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Jay qui en faisait une vidéo qui était très intéressante. On dit, chez nous, on ne balaie pas la nuit. Pourquoi on ne balaie pas la nuit? Parce qu'effectivement, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des choses comme ça qui sont des injonctions. On rentre pas dans la discussion. On dit, c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis alors effectivement, on va avoir un enfant qui va, mais je veux comprendre, mais pourquoi? Et là, c'est indéfini. Et en effet, il faut outiller les parents et il faut outiller les enfants. Et donc, ça commence dès aujourd'hui avec des professionnels qui vont prendre en charge les adultes qui en ressentent le besoin et surtout se dire que, voilà, on va prendre l'enfant, pas comme un adulte, mais surtout considérer que c'est un être précieux et que c'est pas... rationnel. Il est, voilà, rationnel. Et surtout, c'est une éponge. Donc, il va tout capter et plus tard, tout cela va ressortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous n'imaginez pas à quel point, sans vouloir t'interrompre, vous n'imaginez pas à quel point j'ai ouvert les yeux face à cette réalité, dans la mesure où l'ultra-majorité de mes clients, et en particulier des clientes, au bout de 2 mois de formation, me font comprendre que l'apport de ma formation en maîtrise du verbe, finalement, est plus utile à la maison, face à leurs enfants, que travaillent tellement à réaliser que savoir expliquer, ça nécessite un certain nombre de rigueurs verbales, ça ouvre, ça libère, vraiment la fluidité et ça transforme un enfant rebelle finalement en un petit adulte sage et en complicité. Mais là, c'est un sujet, après, on sait toujours que les aborder, les effleurer avec vous. Déjà, merci mesdames, merci frères, interminable. Si vous deviez donner un conseil à un parent qui a du mal ou qui croit qu'il n'a pas d'autre choix que de taper son enfant, ce serait lequel? Alors, un conseil... Court, hein? Court, ce serait simplement de dire, de se souvenir de l'enfant qu'on a été, en fait. Je pense que quand on se souvient de l'enfant qu'on a été, on peut soi-même commencer déjà à rentrer dans une certaine logique qui permet de se dire, 6 mois, comment je me suis sentie, comment je me sentais. Et en fait, quand on se questionne soi-même, parfois on a certaines réponses qu'on va réussir à trouver en se parlant à son enfant
intérieur. Ah, pas mal. Donc, Et questionner du coup, l'enfant intérieur. voilà, Ok. que questionner son enfant intérieur. Et donc, Très du coup, je pense que là, on va rentrer dans quelque chose où... Forcément, oui, Ouais. je vais te rejoindre sur la question. Forcément, moi, je lui dirais de venir me voir dans un premier temps. Ah, bonne Bah réponse. oui. Bonne réponse. Tu peux le dire plus fort. Hein. Moi, je lui dirais sincèrement de venir me voir pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que, selon lui, il se trouve dans une voie à sens unique où il pense que la seule technique éducative pour que son enfant soit bien, c'est forcément lui mettre des coups. Et là, on va forcément approfondir la question, on va Ok. approfondir lui, Donc, elle. venir te voir. Eh ouais. Très bien. Un conseil, frère? Un conseil pour le coup, moi, ce serait peut-être d'aller voir Ludovic Herman Wanda. Non, clairement, parce que la communication est clé. Je pense que vous l'avez dit beaucoup mieux que moi là-dessus. Les rites initiatiques dont je parlais au début se passent dans toutes les cultures. Il n'y a pas une culture sur Terre qui n'y a pas de rite initiatique. Et prendre, justement, ces rites-là considèrent l'enfant comme un jeune adulte. Voilà, on est d'accord. Et ils leur expliquent. Il n'y a pas de rite sans explication, c'est impossible. C'est impossible. Et malheureusement, ces rites-là se perdent. On n'a pas parlé du bizutage. Exactement, exactement. Mais même le bizutage, Alors là, même le bizutage est expliqué. Comme vous le savez, on va repartir. voilà, on va donc- repartir. On a traité un sujet majeur. Évidemment, à la racine, on aurait pu évoquer le brutalisme, le fait que cette violence Bien sûr. nous vient pas de nulle part, on le sait. Et après, on l'a adopté, on l'a fait nôtre. Maintenant, nous, ce qu'on retient, moi, ce que je peux transmettre à mon tour, à défaut de venir me voir, parce que tout le monde ne pourra pas, n'aura pas le temps, n'aura peut-être pas le portefeuille, c'est de s'offrir, et ça, c'est à la portée de tous, un dictionnaire. Si tu as un parent, futur parent, grand frère, grande sœur, tu achètes un dictionnaire et tu convoques l'enfant et tu lui demandes d'apprendre, et tu l'accompagnes peut-être même, chaque mot, enfin, chaque adjectif et les verbes. Vous faites le tri. Les adjectifs et les verbes. Les adjectifs permettent de décrire ses émotions, décrire le réel, et les verbes permettent de décrire des actions. Dès lors qu'on maîtrise les adjectifs et les verbes, on accède à une liberté et la communication se fait beaucoup plus fluide. Donc, ceux qui viennent me voir, ils sont les bienvenus. Sinon, achetez des dictionnaires à vos enfants plutôt que de l'acheter des PS5. Voilà le message. Aujourd'hui, les funérailles des tabous, comme vous le savez, hein, on ne mâche pas nos mots, avec délicatesse néanmoins, une main de fer dans un gant de velours. On remercie les invités, comme vous avez vu, qui nous ont apporté aussi un éclairage ô combien pertinent sur cette thématique-là. On a répondu, encore une fois, à notre exigence imposée par France Fanon, hein, faire participer à la renaissance de notre communauté par l'excellence, en gardant en tête que quand on avance tout seul, on peut aller vite, mais c'est ensemble qu'on va aller loin. Et c'est ensemble autour d'une table qu'on va loin et haut, en ayant dans un coin de notre tête toujours gravé cette phrase selon laquelle condamner une pomme pourrie, c'est bien. Mais c'est mieux de comprendre les racines du pommier. C'était les funérailles des tabous. On vous dit à très bientôt.